Bonjour à tous, rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Merci de vous joindre à nous pour ce troisième et dernier webinaire d'une série qu'on avait commencé il y a quelques semaines dans le cadre de la mise en place du Fonds de l'eau pour le bassin versant du Sébou. Donc, si vous avez suivi les deux premiers, le premier, c'était à l'échelle du bassin méditerranéen. On avait évoqué les problématiques de gestion de l'eau, les liens avec les écosystèmes liés à l'eau, les écosystèmes humides, et quel impact on a pu observer de cette gestion de l'eau, notamment en lien avec des politiques de développement agricole sur les écosystèmes humides à l'échelle du bassin méditerranéen. Le deuxième webinaire a eu lieu il y a à peu près une semaine, c'était sur la thématique de la connaissance, donc comment optimiser et mutualiser les connaissances autour de la gestion de l'eau pour pour une meilleure préservation de la ressource, mais aussi pour assurer les besoins des écosystèmes naturels. Et on s'est focalisé sur une échelle nationale, sur le Maroc. Et là, aujourd'hui, avec M. Mohamed Sinan, qui va nous accompagner pendant cette troisième session, on va parler de la ressource en eau dans le bassin versant du Sébou, au Maroc toujours, avec les potentiels et contraintes de gestion dans un contexte de changement climatique. Donc, monsieur Sinan, Monsieur Mohamed Sinan est un professeur d'enseignement supérieur, expert en ressources en eau et en changement climatique de l'école Hassaniya des travaux publics au Maroc. Donc, moi, je me ferai un plaisir de modérer cette session. Donc, à la fin de la présentation de M. Sinem, on aura le temps de discuter, d'échanger, de débattre autour de la présentation, mais aussi autour de la problématique abordée. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat du Zoom. Donc, vous avez en bas de la fenêtre Zoom, vous avez la possibilité de poser vos questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. On essaiera de prendre toutes les questions et de répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Donc, la parole est à vous, Monsieur Sinan. Vous avez tout le temps qu'il vous faut. Donc, n'hésitez pas à commencer votre présentation dès maintenant. Merci. Donc, pouvez-vous mettre en mode présentation, activez votre micro et on vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Si vous pouvez vous mettre en mode présentation. Oui. Ça marche là? Parfait. Donc, à vous. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Elmami. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que bon, on est à la fin de la semaine. Je sais que tout le monde est fatigué, donc on va vous demander un peu de patience. Voilà. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité donc, à partager avec vous un peu quelques données, quelques informations, quelques idées sur le bassin sur les ressources en eau de façon générale du Maroc, mais surtout celle du bassin de Sbou. J'attends beaucoup donc d'apprendre de vous, d'échanger. Je sais que je n'ai pas la liste devant moi, mais je sais qu'il y a des spécialistes avec nous, des cadres de l'agence de bassin hydraulique de Sbou, d'autres, etc. Donc, j'attends beaucoup de cet échange. Alors, donc, on m'a demandé de parler un peu de potentiel et contraintes de gestion des ressources en eau dans le bassin de Sbou dans le contexte difficile. Donc, je dis tout de suite que la présentation est constituée d'un certain nombre d'informations donc prises sur un certain nombre, disons, de travaux, de colloques, des travaux de recherche, de collaboration avec un certain nombre d'organismes, notamment donc, l'Agence de bassin hydraulique de Sbou, que je remercie beaucoup de partager donc, ces données, ces connaissances avec les chercheurs, avec les spécialistes.
aussi LPM, donc laquelle je collabore depuis quelques années, bien sûr, donc la Direction générale de l'hydraulique de façon générale, et d'autres institutions. Donc, vous connaissez sûrement donc, le bassin de Sebou, c'est un des plus grands bassins hydrauliques du Maroc, qui s'étend sur une superficie, vous voyez, de plus de 40 000 km² et qui englobe pratiquement 7 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment très, très important. Le bassin de Sebou, donc il contient ça c'est la carte géologique, donc il contient donc des formations géologiques de différentes natures, de différents âges, depuis le primaire jusqu'au quaternaire. On n'est pas loin du Rif, donc vous connaissez donc le Rif, donc beaucoup de formations donc imperméables. Donc beaucoup de ruissellement vers la Méditerranée et peu de ressources en eau, donc le souterrain dans la partie nord, bien sûr, donc au nord du Ségou. Par contre, sa partie sud est constituée par le Moyen Atlas, donc connu sous le nom de Château d'eau du Maroc, à juste titre, avec son altitude et avec donc sa richesse donc, en ressources en eau, que ce soit superficielle donc, ou souterraine. Bien sûr, donc il y a les plaines donc à l'ouest, donc à la limite ouest du bassin qui contient donc des formations essentiellement tertiaires, quaternaires, plus ou moins perméables. Donc dans le Moyen Atlas, donc c'est surtout donc les formations calcaires et dolomitiques du lias secondaire qui sont les plus perméables, que ce soit donc le Moyen Atlas tabulaire ou plissé. J'ai oublié de dire dans l'introduction que j'ai eu le plaisir et j'ai le plaisir de travailler sur le bassin de Sebou depuis de nombreuses années. Donc, j'ai contribué donc, à l'élaboration de 2 plans directeurs, l'actuel qui vient d'être adopté par le conseil d'administration il y a 2 mois à peu près, et puis, donc, celui qui l'a précédé, donc c'est-à-dire entre les deux, c'est au moins 4 ans de travail, voire plus. Et bien sûr, avec LPM aussi, sur une étude de lac du Moyen Atlas et d'autres travaux. Donc, c'est ça qui m'a permis un peu de connaître le contexte de ce bassin et d'apprécier donc son importance pour le Maroc, notamment donc au niveau ressources en eau de façon générale, superficielle et souterraine. Donc, le contexte climatique, donc on est au nord du Maroc. Quand vous savez, avec le bassin de Svou, bassin de Locous, donc c'est à peine 7% de la superficie du pays, mais qui reçoit donc environ 50% des ressources en eau du pays. C'est dire que c'est une zone qui reçoit des précipitations très, très importantes et qui donne naissance, bien sûr, aux ressources en eau superficielles et souterraines. Vous voyez qu'au niveau du bassin, donc la moyenne des précipitations est de 560 mm par an, ce qui est énorme. Bien sûr, donc plus on s'approche de relief, plus les précipitations augmentent, et l'inverse, plus on s'approche des plaines, donc les précipitations diminuent. Et puis le graphe en bas que j'ai emprunté d'une présentation de l'ABH à l'occasion d'une table ronde avec disons, les élèves. Je peux dire les élèves, ce n'étaient pas les élèves, c'est dans le cadre d'un master, on les appelle participants, dans le cadre d'un master sur les ressources en eau que nous avons mis donc, à l'école Hassania. Et donc, ce graphe montre la tendance donc, à la baisse des précipitations. Donc, c'est important, c'est-à-dire là, on est en train de sentir déjà l'impact des changements climatiques. Et bien sûr, on va voir donc ces impacts des baisses des précipitations sur les ressources en eau qui nous intéressent. On les voit déjà. Alors, donc les apports en eau superficielle sont estimés à quelque chose comme 5 milliards, de mètres cubes par an. Donc, ce qui est énorme et qui représente quelque chose comme le tiers des ressources en eau donc, superficielles donc, de notre pays.
Mais bien sûr, ces apports varient dans le temps. Le graphe à droite montre que, par exemple, en 94, il n'y avait même pas 1 milliard, alors que 2009-2010, pratiquement 14 milliards, donc une variabilité extrêmement forte, ainsi qu'une tendance à la baisse, comme montre donc le graphe en bas, donc, oui, qui montre donc une tendance nettement donc, à la baisse. Bon, ça, c'est une carte de l'Agence du bassin hydraulique qui montre donc les ouvrages, les principaux ouvrages donc hydrauliques, notamment donc les grands barrages. Il y en a 11. Il y en a 11 qui totalisent donc une capacité de stockage de pratiquement 6 milliards, 5,8, donc ce qui est énorme, plus le barrage de Mdez, donc qui est en cours de construction, plus beaucoup de bacs de lacs collinaires. Sur cette carte, donc, on indique donc donc les chiffres qui est signalé aujourd'hui, c'est 45 petits et moyens barrages. Bien sûr, le barrage contient, pardon, le Sebout contient le plus grand barrage du Maroc et l'un des plus grands aussi en Afrique, le barrage Ouahda, capacité d'environ 4 milliards. Donc là, c'est juste un graphe qui montre donc la baisse des apports donc au barrage, ici le barrage Al El-Fassi, et on voit nettement donc les traits rouges qui indiquent donc les années déficitaires qui sont devenues de plus en plus fréquentes, même si le graphe n'est pas donc actualisé. Donc sûrement que la même chose s'est passée après 2010. Les ressources en eau souterraine, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les ressources en eau souterraine dépendent de la perméabilité des formations. Donc, plus on a des formations perméables, plus on a des chances d'avoir des aquifères donc, importants. Donc, les formations géologiques perméables sont situées notamment donc, dans le Moyen Atlas, donc des calcaires fracturés, et l'importance d'avoir des fractures, des calcaires fracturés dans les zones de relief, c'est que dans les zones de relief, il y a plus de précipitations et avec la fracturation, donc l'eau s'infiltre très rapidement, il échappe à l'évaporation. Donc c'est ça l'importance ou l'intérêt d'avoir des aquifères fracturés en montagne. Donc l'eau s'échappe à l'évaporation, contrairement donc au cas des aquifères en plaine, surtout ceux qui circulent, ils sont contenus dans les formations poreuses où l'eau reste en contact plus avec l'atmosphère et donc l'évaporation plus importante et donc l'infiltration est plus faible. Donc on peut dire qu'au niveau des formations fracturées, l'ordre de grandeur de l'infiltration, c'est plutôt entre 30 et 40% des précipitations, ce qui est énorme, alors que pour les formations les aquifères contenus dans les milieux poreux, sable, grès, etc., c'est plutôt l'ordre de grandeur de 10%, de façon générale. Vous voyez ici donc les aquifères du bassin de Sebout. Donc il y a une dizaine à peu près. Donc certains sont beaucoup plus importants que d'autres. Mais le tableau, donc d'abord la carte montre la situation des principales nappes. Et le tableau montre le bilan, la dernière colonne. Donc la dernière colonne, donc j'ai eu le privilège de contribuer à l'élaboration de ces bilans avec donc les cadres de l'agence de bassin hydraulique de Sebout dans le cadre de l'élaboration de l'actuel plan directeur. Donc, il faut savoir juste, surtout s'il y a des étudiants qui les écoutent pour faire un bilan, ce n'est pas un tableau. Le tableau, il vient vraiment à la fin, ça peut être plusieurs mois de travail, voire quelques années de travail lorsqu'on ne maîtrise pas ce qu'on appelle toutes les conditions aux limites, et notamment les prélèvements qui constituent, on utilise souvent le terme de bête noire des hydrogéologues pour l'évaluation des prélèvements, notamment agricoles, qui sont énormes. Alors, le tableau montre qu'il y a donc des chiffres moins quasiment partout, sauf bien sûr au niveau du Moyen Atlas, où les bilans sont équilibrés, c'est-à-dire c'est comme si on est dans un système naturel, sans impact de l'homme, ce qui rentre sort.
Par contre, le système aquifère de Fès-Meknès, qui est le plus important, donc il connaît donc un déficit d'environ 140 millions de mètres cubes d'eau par an, c'est énorme. C'est un des aquifères le plus surexploité du Maroc. Donc 140 à peu près millions de mètres cubes par an, donc à multiplier par le nombre d'années de sa surexploitation. Donc je vous laisse donc faire le calcul. C'est des milliards d'eau qui a été soutirée des réserves dites non renouvelables qui ne se renouvellent pas. Donc c'est comme si comme le pétrole qui ne se renouvelle pas, donc on exploite et après on vide le réservoir. Donc, on assiste donc à une vidange de réservoirs souterrains aquifères qui est le calcaire de Lias sous la plaine de Fès-Meknès. Le graphe en bas que j'ai eu donc aussi donc le privilège de contribuer à sa réalisation montre clairement donc le bilan des différents aquifères, tous déficitaires, donc situés donc négatifs, situés donc au-dessous de zéro. Donc, on est dans le bassin, entre guillemets, parmi les bassins les plus riches en eau du Maroc, et pourtant donc, ces aquifères sont déficitaires. Donc là, un exemple pédagogique, si je me permets de dire ça, de ce que c'est que la surexploitation, c'est l'aquifère dont je parlais tout à l'heure. Donc, où ces niveaux ont baissé, les niveaux de cet aquifère qui est profond, donc en charge, et donc qui est recouvert par des formations imperméables tertiaires, donc des marnes notamment. Parfois, l'aquifère il est rencontré à 1000 mètres de profondeur, donc, et même plus. Donc ça, c'est vers le nord du bassin, vers le prairie. Et après, quand on va vers le sud, donc on s'approche du Moyen Atlas, donc il affleure, on le voit, on peut marcher dessus. Donc, environ 100 mètres de baisse par rapport au niveau naturel. Donc, ça vous montre, donc c'est une vidange, de réservoir souterrain important du Maroc avec, vous voyez, donc une moyenne de 2,8 mètres par an à multiplier par la superficie de l'aquifère d'environ 4000 km², bien sûr par la porosité. Surexploitation veut dire aussi, se traduit aussi par une baisse des débits. Vous voyez ici, ça c'est des débits donc, importants. On voit clairement donc, la chute de leur débit depuis, donc, depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis 4 décennies au moins. Alors, aussi, donc l'impact de la surexploitation des aquifères aussi se traduit aussi sur les lacs naturels. Comme vous savez, donc, il y a des lacs qui sont alimentés uniquement par les précipitations ou par la fonte de la neige, etc. Mais il y a certains aquifères, certains lacs sont alimentés par les précipitations, mais aussi par les eaux souterraines. Et peut-être plus par les eaux souterraines. Donc, le graphe que vous voyez en bas, la coupe montre clairement les petits traits, c'est le niveau piézométrique, le niveau de la nappe. Donc, on voit bien que donc, le niveau de la nappe est à chaque fois supérieur au niveau du lac. Et donc, l'écoulement se fait donc, de l'aquifère liasique, Moyen Atlas, vers le lac. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a donc une baisse des niveaux piézométriques, ça se traduit automatiquement sur les apports au lac et donc sur son niveau et sur sa superficie. Donc, ce qu'on voit donc à droite, c'est donc le lac d'Ayat Ifrah, donc le graphe à droite montre clairement donc les lignes de courant qui se dirigent de la nappe, donc la nappe du Lias vers ce lac. Donc là, c'est un autre lac aussi dans le niveau, donc a beaucoup baissé, Aglmam Sidi Ali, et on voit aussi donc sa dépendance ou sa corrélation très nette, corrélation très nette entre sa côte, donc son niveau, et les précipitations. Et la variation donc en fonction de la saison, les mois d'été, les mois d'hiver, etc.
Aussi, parmi les contraintes, donc on est en train d'étudier ou d'analyser ou de présenter donc les contraintes en relation du bassin, en relation donc avec l'eau, avec les ressources en eau. Donc c'est aussi les fortes augmentations donc des besoins. Donc on voit par exemple l'irrigation 2,5, 2,6 donc actuellement. Donc, les prévisions, les projections 2050, c'est 3,8 par 4. Donc, avec un total, donc le total donc des besoins AEP irrigation de 8, de 9 à 4,2. Et les eaux souterraines donc, contribuent donc, avec une part très importante pour l'eau potable et aussi, donc, aussi pour l'irrigation, pour l'eau potable, c'est 84% AEPI et pour l'irrigation, 34%. Les contraintes, c'est aussi donc, donc la vulnérabilité aux inondations. Donc, on est dans un bassin qui est riche en formations imperméables, qui est riche en relief. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour avoir des débits importants, très importants des eaux superficielles, et donc le risque ou la vulnérabilité aux inondations dans les zones donc, qui sont donc, plates ou dans les zones de dépression. L'ABH donc inventorié 170 sites à risque d'inondation, dont 68 ont été traités. Donc, c'est-à-dire donc pratiquement, donc il reste encore donc une centaine de sites donc à traiter, ce qui n'est pas facile. Aussi, donc parmi les contraintes donc à gérer, c'est l'envasement des barrages dû donc à la vulnérabilité à l'érosion des sols dans les bassins versants. Et donc qui se répercute sur donc l'envasement, sur l'augmentation donc des bases et donc la réduction de la capacité de stockage des barrages du bassin, avec un total de perte de capacité de 31 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est énorme quand on sait qu'au niveau national, le chiffre qui est avancé, c'est 75. Donc, c'est pratiquement la moitié concerne donc le bassin de Sebou. Le bassin de Sebou, donc, il contient plusieurs villes importantes, que ce soit donc, au niveau du littoral ou loin du littoral. Donc, c'est un bassin, comme on a dit, qui contient donc une population très importante, des activités socio-économiques très importantes, et donc dans certaines, pour ne pas dire dans beaucoup, sont génératrices de pollution. Donc les rejets domestiques, environ 200 millions de mètres cubes d'eau par an, les industries, donc il y a énormément disons, d'unités industrielles. Il y a les margines, il y a beaucoup d'activités, donc oléocoles, et puis aussi l'artisanat, très développé. L'activité agricole, il y a c'est une zone très riche en activité agricole, et donc avec disons, l'utilisation des intrants chimiques, engrais, pesticides, on voit sur la carte donc, certains points d'eau enregistrent donc, des concentrations en nitrate qui dépassent 50 mg par litre. 50% des points, donc des points suivis enregistrent donc des concentrations qui dépassent donc la norme admise dans l'eau potable qui est 50 mg par litre. Et puis les décharges, donc à peine quelques villes qui ont donc des décharges contrôlées. Le reste, vous voyez, donc il y a 54 décharges. Donc, à peine donc, 4 ou 5 villes disposent donc de décharges contrôlées. Et donc, tout ça, c'est des sources de pollution très, très importantes et donc de risque de
de contamination et de perte de ressources en eau, donc notamment les eaux souterraines. C'est très difficile, voire impossible de les dépolluer, notamment lorsqu'il s'agit donc d'activités ou de pollution dites diffuses, c'est-à-dire qui occupent des espaces, des étendues très très importants, notamment donc sous les périmètres agricoles. Donc, ceci se traduit sur la qualité des ressources en eau. Donc, ici, c'est la carte, bien sûr, c'est des cartes établies par l'Agence de bassin hydraulique. Donc, on voit, il y a des tronçons de différentes couleurs qui s'approchent du vert, c'est-à-dire une bonne qualité, mais dès qu'on s'approche aussi du violet, donc c'est des tronçons de mauvaise qualité, donc il y a un peu de chaque. Globalement, donc la qualité globale est caractérisée comme étant bonne, sauf dans les tronçons. On est dans les eaux superficielles, les eaux suffisantes en aval d'activités donc divers au niveau donc des grandes villes, Fès, Meknès, Taza, etc. Donc à cause des rejets, parfois domestiques, parfois industriels, etc. Pareil pour les eaux souterraines, notamment par rapport donc, aux intrants chimiques, donc c'est-à-dire les engrais et les pesticides qui rentrent dans les nappes, qui contaminent, qui polluent donc les nappes. Alors globalement, donc la qualité est excellente, bonne à excellente pour 28% des points, moyenne 40% et mauvaise à très mauvaise 32%, disons donc le tiers des points d'eau suivis enregistre une eau de mauvaise à très mauvaise qualité, sûrement à cause d'activités notamment donc agricoles. D'autres impacts, d'autres difficultés, contraintes à gérer que les gestionnaires de ressources en eau gèrent dans leur quotidien, c'est donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais maintenant aussi, il y a une nouvelle contrainte qui vient donc de s'ajouter sur tous les pays du pourtour méditerranéen, qui est donc considéré comme étant une des zones les plus affectées par le changement climatique. Quand vous voyez donc cette carte montre donc les risques de pénurie d'eau, donc c'est-à-dire avec donc une moyenne par habitant de 500 mètres cubes par an par habitant. Même si c'est écrit donc le stress hydrique sur la figure, mais c'est plutôt la pénurie d'eau, ce qu'on appelle pénurie d'eau, c'est-à-dire que donc la moyenne par habitant est égale ou inférieure à 500 mètres cubes par an par habitant. Au Maroc, comme vous savez, donc on est à 620 à peu près par habitant, et on était 2600 au lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire on a perdu 2000 mètres cubes par an par habitant parce que, je ne vais pas dire à cause, parce que donc, la population donc, a augmenté, a été multipliée par 4, mais aussi parce que donc, les ressources en eau donc, ont baissent à cause des changements climatiques. Et on a vu donc, les graphes, et donc ça, c'est la carte qui est réalisée par donc, un institut donc, international sur les ressources naturelles donc, aux États-Unis. Il date à peine de quelques années, vers le 2020. Bien sûr, donc au Maroc, il y a plusieurs études qui ont été faites pour essayer d'évaluer l'impact des changements climatiques. Donc les résultats varient. Moi-même, j'ai travaillé sur ça. J'ai contribué à l'élaboration de la première communication nationale du Maroc qui est sur Internet en 2001 à l'occasion de la COP7. J'ai contribué à l'élaboration de la troisième, donc en 2016. Et à chaque fois, on a fait donc des projections climatiques. Donc, les résultats vont varier donc, selon le modèle utilisé, selon les données utilisées, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les projections indiquent
qu'il y aurait, je reste au conditionnel parce qu'on ne peut pas dire qu'il y aura, qu'il y aurait, avec une grande probabilité, on est déjà en plein dedans, donc une augmentation de la température euh, importante et une baisse des précipitations aussi donc importante et donc une baisse des ressources en eau aussi donc importante. Donc, si on regarde cet exemple, donc ça, c'est un travail qui a été présenté donc, au Salon régional de l'eau, donc du bassin de Sebou, donc, qui a été réalisé, qui a été organisé il y a au mois de février, je pense, février-mars, à Al-Hajb. Donc, une représentante de Novec qui a, moi j'étais là, donc j'ai participé, j'ai modéré cette session, donc c'est pour ça que je suis au courant de ce travail. Donc, donc les résultats qu'on voit ont été ont utilisé deux scénarios. Comme vous le savez, donc il y a toujours scénario favorable, défavorable, moyen, etc. Donc là, il y a deux scénarios, scénario moyen 4,5 et scénario pessimiste 8,5. Donc, ces scénarios, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire, on est peut-être dans la discussion, je peux donner plus d'informations. Donc, permettent de projeter donc, les variations de la température dans le monde et dans les régions qui intéressent ceux qui ont fait l'étude et la variation des précipitations. Donc, la température, c'est une augmentation de degrés absolus. Et les précipitations, c'est en variation relative, donc en pourcentage. Donc, si on regarde la fin du siècle, pour ne pas prendre trop de temps, donc les personnes qui ont travaillé sur ça, ils ont travaillé sur deux horizons, 2035-2065 et 2070-2100. Si on regarde l'horizon 2, donc les baisses les températures en bas, les températures augmenteraient de 2,1 à 2,7 pour le scénario moyen et de 3,9 à 5,1 pour le scénario pessimiste. Donc, c'est dire que c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et pour les précipitations, donc une baisse pour le scénario moyen de 20 à 20 températures. Donc, on a déjà parlé de température, donc une baisse de précipitation de 20 à 23% pour le scénario moyen et une baisse de 39 à 42 pour le scénario donc pessimiste. Donc, c'est-à-dire, si on regarde les moyennes, disons, entre les deux, donc on peut dire donc, 30%, 30% en moyenne de baisse par rapport à la fin du siècle dernier. Donc, ça veut dire que donc, les choses risquent d'être encore plus difficiles pour l'ensemble des régions du Maroc, et surtout celles qui connaissent donc un déficit déjà actuellement. Et donc, dans l'avenir, ça risque d'être encore plus difficile. Donc, ça, c'est les cartes qu'a présentées donc, la personne, Madame Najmuddin, qui a représenté donc, Novec. Donc, ça, c'est l'impact des changements climatiques donc, sur les précipitations journalières. Donc, les différents, avec le scénario 1 à gauche, moyen, et le scénario pessimiste. Donc, à droite, les cartes en haut, c'est l'horizon 1, disons 30-60, 2030-2060, et en bas, c'est à la fin du siècle. Et donc, sans regarder donc, les chiffres, donc ce qu'on voit, c'est surtout donc, les zones, disons, limitrophes, donc le sud, c'est-à-dire le Moyen Atlas et nord, qui seraient les plus affectés au niveau, donc, au niveau précipitation. Et c'est ces zones qui donnent les ruissellements. Là, c'est la même chose, mais ça, c'est directement sur le ruissellement. Et donc, c'est pratiquement, une copie de la carte des précipitations, puisque tout simplement, les ruissellements viennent des précipitations. Et donc, les ordres de grandeur des baisses, je les ai donnés tout à l'heure.
Cette fois-ci, donc l'impact des changements climatiques, donc la simulation du changement climatique sur les ressources en eau souterraines. Donc là, j'ai contribué donc à l'élaboration de ces projections, euh, puisque je m'étais occupé donc de l'évaluation des ressources en eau souterraines de tout le bassin, de l'ensemble du bassin. Donc ici, donc là, il y a aussi donc deux scénarios, comme vous voyez. La deuxième colonne qui contient donc disons donc le bilan actuel. On reconnaît la nappe de l'aquifère de Fès 1937. Et après donc les projections donc climatiques selon donc le scénario. Donc, et on voit quand on avance de gauche à droite, on avance, disons, de la situation actuelle vers le scénario le plus pessimiste, et on voit comment donc le déficit donc, augmenterait très probablement donc, par rapport donc, à la situation actuelle. Si on compare par exemple le système aquifère de Fès le plus important, actuellement on est, disons, à environ 140 millions de déficit, 137 exactement, et avec 8,5, l'horizon 8,5, l'horizon 2, le scénario 8,5, l'horizon 2, c'est 217. Donc, c'est presque le double au niveau déficit. Aussi, donc, on avait, je me rappelle, fait donc, une simulation en prenant en considération l'apport des barrages en cours sur l'amélioration de la situation donc hydrique et notamment sur les nappes, puisque les prélèvements seront substitués par les prélèvements, seront remplacés par les prélèvements d'eau superficielle. Donc, je me rappelle que, disons, presque l'apport positif amené par les ouvrages projetés serait presque annulé par les effets du changement climatique. Donc, c'est les ordres de grandeur, bien sûr, qu'il faut prendre, mais bien sûr, il faut faire des études beaucoup, beaucoup plus poussées pour donc, évaluer donc, l'impact, disons, l'impact des différents aménagements et parallèlement donc, aux impacts des changements climatiques. Donc là, c'est juste donc un peu rappeler la stratégie nationale de l'eau, donc qui est basée sur trois axes, donc la gestion de la demande et la valorisation de l'eau, donc surtout donc l'économie de l'eau, et puis donc la gestion et développement de l'offre, donc c'est la poursuite de la mobilisation de ressources en eau, notamment superficielles, mais aussi donc les ressources en eau non conventionnelles, comme le dessalement, comme ce qu'on entend depuis quelques mois, donc un programme, disons, un très grand programme de réalisation de stations de dessalement au Maroc. Et la préservation et la protection des ressources, disons, des zones fragiles, des eaux souterraines, etc., la protection de la qualité. Donc, on voit tout ça. Donc, au niveau donc son implémentation au niveau du bassin de Sousse. Donc, aussi donc un rappel d'un autre programme donc national donc qui vient donc répondre donc à la stratégie qu'on vient de voir, mais peut-être donc beaucoup plus ambitieux que donc ce qui était prévu, donc ce qu'a prévu donc la stratégie en 2009. Ça, vous connaissez très bien ce programme en 2020. Donc, c'est-à-dire, il est venu donc une dizaine d'années après donc la présentation donc de la stratégie. Donc, un programme beaucoup plus ambitieux avec donc un budget très, très important, 143 milliards de dirhams. Et vous savez très bien que Sa Majesté donc, a présidé dernièrement donc, une réunion, donc une séance donc, sur ce programme pour le soutenir davantage et l'accélérer. Donc, les axes de ce programme, donc c'est l'amélioration de l'offre technique, donc de l'offre hydrique, pardon, donc c'est-à-dire la poursuite de la mobilisation
donc des ouvrages. Donc vous voyez donc sur l'écran donc le nombre de barrages prévus, de grands barrages, d'un barrage, peut-être plus. Donc avec une capacité de stockage supplémentaire de 5 voire 6, donc avec disons, les nouvelles orientations du plan d'urgence 2027. La gestion de la demande. La gestion de la demande, donc l'économie de l'eau, donc avec la poursuite de la reconversion de l'irrigation gravitaire en irrigation gravitaire, en irrigation donc économe d'eau, avec une superficie de plus de 500 000 hectares, etc. Donc la poursuite du programme national d'économie d'eau, qui va bénéficier à 100 000 agriculteurs, etc., etc. Le renforcement de l'approvisionnement en eau potable du milieu rural, donc plusieurs centaines de centres qui vont être donc raccordés. La réutilisation des eaux usées, donc on la voit de plus en plus au Maroc, notamment donc pour disons l'arrosage des espaces verts. Moi, je vous parle de Rabat. Il y a de la verdure un peu partout à Rabat, donc j'imagine que c'est pareil dans les régions dans lesquelles vous êtes. Donc, je termine juste par 2-3 slides d'un méga projet donc, de transfert d'eau qui est en cours de réalisation aujourd'hui, au moment où on parle, donc, par l'Agence de bassin hydraulique de Sebou, qui est donc le transfert donc, d'un volume important que nous allons voir entre les bassins de Sebou, donc plus précisément le barrage de Gare et le barrage de Bourgrag avec son grand barrage Moulay Mohamed Ben Abdallah. Donc, ce projet, on parle de ce projet depuis plusieurs années. Plusieurs études ont été réalisées. Donc, parfois, la finalisation ou les chiffres changent, mais globalement, donc, on entend depuis pas mal de temps donc, la capacité de stockage, la capacité de transfert de 800 millions de mètres cubes d'eau. Et donc, actuellement, donc, le projet est dans sa phase dite urgente, donc avec donc, le transfert de 400 millions de mètres cubes, donc avec une mise en service prévue à la fin de cet été, juillet, août. Donc, la pose des conduites, 3,2 mètres, est en cours sur une longueur quelque chose comme 66 km ou 65 km. Donc, voilà, et ça, c'est pour un peu, disons, récupérer l'eau qui était perdue donc, en mer. Et comme vous voyez, donc, environ 900 millions de mètres cubes d'eau qui allaient en mer une fois que tous les usages sont satisfaits. L'objet, c'est la sécurisation de l'alimentation en eau potable industrielle et touristique de la zone côtière entre Rabat et Casa. Comme vous savez, donc Casa est alimenté depuis très longtemps par le barrage Moulay Mohamed Ben Abdallah, mais avec les changements climatiques, donc les apports ont diminué. Et donc, pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable des plus grandes agglomérations du Maroc, ce projet est venu donc à point nommé. Donc ça, c'est juste la situation donc du barrage de Gart. À droite, il y a le barrage Ouada. Oui, à gauche, donc il y a je reviens en arrière, à gauche, il y a le tracé du transfert, donc tout le projet, les 800 millions de mètres cubes, et avec le petit cercle qui indique donc la phase urgente que l'ABH est en train de réaliser en ce moment même. Et ça, c'est quelques photos prises sur le terrain, donc, qui montrent donc, la pose des conduites qui vont arriver, Inch'Allah, donc
au barrage, à la retenue du barrage Moulay Mohamed Abdallah vers la fin d'été, juillet, août. C'est des grandes conduites. Moi qui je fais très souvent le trajet Casa-Rabat. Pratiquement tous les jours, je vois des camions qui arrivent, qui transportent ces conduites dans le diamètre, personnellement, que je n'ai jamais vu. La première fois que je vois un diamètre pareil de 3,2 mètres, c'est énorme. Déjà pour le transport entre le port et le site, c'est déjà un travail très, très compliqué. Et voilà, je vous remercie et je m'excuse si j'ai tardé un petit peu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sinan. Non, non, on est encore dans les temps. On a quelques minutes encore pour essayer de répondre à de nombreuses questions qui ont été posées. Et puis, entre-temps, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Vous avez le petit onglet en bas dans la fenêtre Zoom, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions ou commentaires. Je vous en remercie. Donc, merci beaucoup, Monsieur Sinan, pour cette présentation qui était très riche. Donc, je partage aussi quelques commentaires qui vont dans ce sens. Donc, c'était très riche avec des données actualisées. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que la plupart des participants ont aussi appris pas mal de choses à travers les chiffres et les messages que vous avez transmis le long de votre présentation. D'ailleurs, avant d'entamer des discussions sur le fond, il y a une question par rapport à la présentation elle-même. Est-ce que le support peut être partagé? Est-ce que le support de cette présentation peut être partagé à l'issue de ce webinaire? Euh, En principe, oui. En principe, oui. Je vérifierai simplement peut-être avec l'ABH qui est le propriétaire de tous ces documents puisqu'il s'agit de l'agence de bassin hydraulique. S'ils me disent qu'il n'y a aucun souci, je vous la transmettrai tout de suite après. Bon, très bien, très bien. On suivra ça avec vous et on fera suivre bien sûr l'information à tous les participants et tous nos partenaires. Donc, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Alors, n'hésitez pas à poser les questions directement sur le chat. On ne peut pas donner la parole malheureusement dans le cadre de cette session. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les sur l'onglet questions-réponses et on essaiera d'y répondre très vite. Donc, on commence par une première question qui a été posée au tout début de la présentation, quand on a commencé justement à voir le différent, il fallait dire, le contexte du bassin d'Usbou, le contexte de l'eau dans le bassin d'Usbou. Donc, la question, elle est plus par rapport au rôle que peuvent jouer les écosystèmes humides naturels, notamment les zones humides, dans la gestion de l'eau. Donc, vous avez parlé justement de la gestion de l'eau de manière générale, avec les besoins qui sont des besoins plus orientés sur les activités socio-économiques, les besoins domestiques, tourisme, industrie, agriculture, etc. Est-ce que les écosystèmes naturels peuvent aussi jouer, notamment les écosystèmes naturels humides, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans cette gestion et quel serait ce rôle selon vous? Moi, j'avoue, je ne suis pas un spécialiste des écosystèmes parce que les écosystèmes, ce n'est pas uniquement l'eau, c'est beaucoup, beaucoup de choses donc, à l'intérieur. Mais un lac qui est un écosystème, un lac, on peut le schématiser comme étant une source immense. Donc, une source, vous connaissez donc le rôle que jouent les rôles que jouent les sources pour la satisfaction de besoins donc, de la population, notamment au milieu rural. Donc, c'est un peu pareil pour les lacs. Je suppose que la population, les riverains, donc, utilisent cette eau pour satisfaire leurs besoins, au moins en eau donc, domestique. Plus, bien sûr, donc, il y a donc, les activités autres, les activités donc, touristiques, etc. Activités de plaisance, les gens qui viennent donc passer donc, des moments de détente en famille donc, autour des lacs. C'est beaucoup plus agréable pour se rafraîchir, notamment donc, en été. C'est beaucoup plus agréable de venir trouver un lac que de trouver donc, un sol nu.
Donc, mais sûrement, donc il y a aussi donc la biodiversité qui vit dans ces milieux naturels. Et donc là, je ne vais pas m'aventurer de prendre la place des spécialistes de la biodiversité. Voilà, je sais qu'il y a des spécialistes parmi nous. Donc, s'ils peuvent nous enrichir, je serai content moi aussi. Très bien, très bien. Mais de toute façon, nous, on est d'accord que ces écosystèmes, qu'ils soient naturels ou autres, hein, mais les écosystèmes de manière générale jouent aussi un rôle dans cette gestion des ressources en eau. Et la question se pose justement, et c'est tout le contexte d'ailleurs du fond de l'eau dans lequel s'intègre cette présentation et ce travail-là. Donc, la question qui se pose, c'est par rapport à l'arbitrage ou la conciliation entre l'usage qui en est fait, l'usage de la ressource et les besoins des écosystèmes, parce qu'on a beaucoup évoqué justement tout le long de votre présentation la question des besoins en termes de consommation humaine, donc pour tous les secteurs socio-économiques, agriculture, tourisme, domestique, industrie, etc. Mais qu'en est-il justement des besoins des écosystèmes naturels? Et c'est là où je rebondis sur la question qui a été posée. Est-ce que des mesures sont envisagées pour protéger ou pour mettre en place des débits écologiques pour les cours d'eau afin de respecter justement un minimum ces besoins pour les écosystèmes s'agissant de la mise en place de ces mécanismes de gestion et de partage de l'eau? Oui, le débit écologique est prévu pour tous les systèmes hydrauliques, ou hydrologiques au Maroc. Donc, quand on évalue donc les besoins, parmi les besoins donc, dont on prend compte, on voit le débit écologique. Donc, mais le problème, c'est que quand les lacs sont alimentés par des eaux souterraines, et là, c'est difficile de maîtriser la situation parce Oui, que le lac est impacté pas uniquement par les prélèvements effectués autour du lac. C'est tout le niveau, c'est le niveau de toute la nappe qui baisse parce que les prélèvements se font à droite, à gauche, et après le niveau baisse et bien sûr, donc ça se répercute sur donc, les débits qui rentrent par la voie souterraine au lac. Et donc, si le niveau baisse, bah, bien sûr, donc les débits baissent, etc. Moi, je me rappelle que j'avais travaillé sur le lac Agleman Sidi Ali au début des années 90, voire la fin des années 80. Pourquoi? Parce que le lac a été divisé en deux. C'est-à-dire on pouvait marcher à pied entre deux parties du lac. Et donc, bien sûr, donc, c'était un grand sujet. Donc, moi, j'étais à la direction générale de l'hydraulique, je sais ce que j'ai dit. Donc, c'était vraiment un des sujets chauds qui était traité pour essayer de comprendre pourquoi le lac est dans une telle situation. Et donc, j'ai travaillé sur ce sujet. Et finalement, parce qu'il y avait des soupçons, voilà, ça remonte à longtemps, je ne me rappelle pas de tout, mais il y avait des soupçons qu'il y a des exploitants agricoles qui sont venus dans la région, dans une plaine qui est située au sud, je crois, ça s'appelle la plaine d'Itzel, pour faire la culture des pommes. Mais en fait, quand on a bien analysé la situation sur tous les plans, j'étais sur le terrain pendant 2 semaines, à plein temps, 3 semaines, bien sûr en me basant aussi sur la documentation, j'ai conclu qu'il n'y a aucune relation géologique, hydrogéologique entre cette plaine et le lac. Donc, c'est-à-dire, c'était autre chose. Et c'est autre chose, c'était tout simplement la sécheresse, et qui dit sécheresse dit augmentation donc, des prélèvements. Donc, la réponse était immédiate du niveau du lac et de sa superficie. Et je me rappelle avoir cherché dans les archives
j'avais trouvé donc une photo pratiquement, on dirait la même de l'époque ou de l'année pendant laquelle on a travaillé sur ça. Donc, c'est-à-dire que le lac a connu aussi donc la même situation avant et donc son niveau, sa superficie dépendent directement de la hauteur, de l'importance des précipitations, que ce soit la pluie ou de la neige, et aussi donc des prélèvements dans l'aquifère qui l'alimente ou avec lequel donc il est en communication, c'est-à-dire donc l'aquifère calcaire du Lias. La nappe dont j'ai parlé tout à l'heure, ça n'avait aucun rapport avec la nappe de Lias. C'est une nappe quaternaire qui se situe très loin. Et d'ailleurs, justement, quand s'agissant des prélèvements, donc les prélèvements qui sont faits pour alimenter les besoins en eau, notamment les besoins en irrigation. Est-ce que, avec ces travaux que vous avez présentés, est-ce qu'il est possible de quantifier ces prélèvements dans le bassin du Ségou, la nature de ces prélèvements, qu'ils soient sur les eaux souterraines ou superficielles, et pour chaque type de secteur socio-économique, que ce soit pour l'utilisation domestique, l'agriculture ou l'industrie. Est-ce qu'il y a des statistiques ou des chiffres qui permettent de le faire? Bien C'est une des sûr, questions qui a été posée. bien sûr. Les bilans que vous venez de voir au niveau des lacs, donc, ça, c'est le résultat du bilan. Mais un bilan, ça contient plusieurs paramètres. Toutes les entrées, toutes les entrées naturelles et artificielles, entre guillemets. C'est quoi les entrées artificielles? C'est, par exemple, le retour des eaux d'irrigation au niveau des périmètres irrigués. Donc, ce n'est pas naturel, c'est de l'eau qui a été importée ailleurs, dont une partie s'infiltre. Et de l'autre côté, il y a toutes les sorties. Il y a toutes les sorties naturelles et les sorties dues donc, aux activités donc, humaines. Et donc, si on parle des eaux superficielles, si on parle des eaux superficielles, donc on a des précipitations, donc on connaît à travers donc, les données de la météo, on connaît l'évaporation à travers les données de la météo, donc la différence entre les deux se traduit en quoi? Se traduit en ruissellement et en infiltration. Donc, on connaît donc le ruissellement théorique, on connaît le ruissellement théorique, et donc les apports à des points précis, par exemple au barrage. Parce qu'on délimite les bassins versants, on délimite le bassin versant, on a les précipitations, on a l'évaporation, donc on a ce qui reste, c'est ce qu'on appelle donc la pluie efficace. La pluie efficace. Donc cette pluie efficace donne des ressources en eau superficielles ou s'infiltre. Si on suppose qu'on maîtrise ce qui s'infiltre, pour parler simple, donc ce qui se traduit sous forme de ruissellement, normalement, on doit le trouver au niveau du barrage. On suppose qu'il y a un seul barrage, pour faire simple. Ce n'est pas aussi simple, mais on va faire simple. Disons dans un sous-bassin d'un barrage. Si on ne trouve pas le même débit que nous avons calculé, c'est-à-dire l'eau a été prise en cours de route, on appelle donc les prélèvements au fil de l'eau, autorisés, pas autorisés, ça, moi, je ne peux pas Oui, spéculer oui. Non, ça. mais en fait, elle était plus générale que ça, je pense, mais vous avez très bien répondu. C'était par rapport au type de prélèvement, donc que ce soit sur des eaux superficielles ou souterraines, et l'usage qui en est fait. Mais moi, j'ai retenu Je aussi n'ai ce pas que vous terminé proposez. ma réponse. J'ai pas terminé ma réponse. S'il vous plaît, oui. J'ai Oui. commencé. Non, en fait, j'essaie juste de synthétiser parce qu'on a encore beaucoup de Oui, oui. réponses, Non, mais je beaucoup de termine. questions. Oui, Je termine par rapport à ça, parce que là, on a parlé des eaux superficielles, des prélèvements, oui. donc je pense que les choses sont claires. Les eaux souterraines sont beaucoup plus compliquées donc à évaluer au niveau prélèvement. Parce qu'on ne sait pas qui a un puits, qui a un forage, ou qu'est-ce qu'il prélève, qu'est-ce qu'il ne prélève pas, autorisé, pas autorisé, etc. Donc, on fait des estimations, en fait. On fait des estimations. Comment ces estimations? Donc, si on suppose qu'on maîtrise tous les données du bilan, c'est-à-dire toutes les entrées, toutes les sorties. Donc, il nous reste un seul paramètre. Donc, on confronte les entrées et les sorties. Donc, si on suppose que, par exemple, le bilan est équilibré, ce qui rentre et ce qui sort, donc il nous reste
une seule inconnue, qui est le prélèvement, on le calcule à partir de là. D'accord? Si on a un déstockage, c'est-à-dire une baisse, donc on prend en considération donc cette baisse, c'est un prélèvement supplémentaire et donc c'est comme ça qu'on évalue, donc on estime, on évalue donc les prélèvements. Il y a aussi à partir des images satellitaires. À partir des images satellitaires. Donc, les images satellitaires nous donnent donc la superficie des zones agricoles. On sait ce qu'il y a dedans comme assolement. Et donc, on connaît les besoins en eau moyenne annuelle de chaque type, disons, d'espèce végétale à travers les agronomes. Et donc, on a un chiffre. On a des besoins, par exemple, 5000 mètres cubes par an, 5000 mètres cubes par an par hectare. 5000. Or, on sait que les précipitations qui arrivent n'amènent pas 5000. Peut-être il amène la moitié, 2500. Et donc, les 2500, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Ben, ils viennent des eaux souterraines. Oui. Vous voyez, donc on fait différents recoupements pour aboutir donc à un chiffre. Et quand on met donc, le chiffre dans le bilan, ça ne s'arrête pas là. À ce moment-là, quand on fait le bilan, on compare les résultats du bilan, après avoir introduit les prélèvements que nous avons estimés, on compare après avec les historiques piézométriques, avec l'évolution, la tendance générale de la baisse. Donc, on calcule une baisse par an, une baisse, donc un volume par an, qu'on compare avec ce qu'on a calculé au niveau des bilans. Et c'est comme ça qu'on ajuste jusqu'à ce que tout soit parfait entre le calcul et les observations sur le terrain. Oui, oui, donc si je comprends bien, on peut le mesurer par des proxys. Euh, donc, il y a aussi d'autres questions qui sont soulevées par rapport justement à, je vais essayer de synthétiser, de simplifier pour ne pas être redondant Oui. dans les questions qui sont posées. Alors, je vais faire court et en même temps essayer d'agréger pas mal de questionnements. Moi, j'ai noté, par exemple, à travers votre présentation, j'ai noté personnellement que l'agriculture, c'est le secteur qui consomme le plus d'eau dans le bassin. C'est bon, ça, c'est pas un secret. Le bassin a essentiellement une vocation agricole, mais de très loin, c'est-à-dire c'est le premier consommateur de très, très loin. Et essentiellement des eaux de surface. Donc, quand j'ai regardé, j'ai fait attention justement à la répartition entre eau souterraine et eau de surface par type d'usage. C'est les eaux de surface qui sont le plus utilisées. Et aussi, si je mets ça en parallèle avec la fin de votre présentation, où on parle plus du contexte du changement climatique avec les conséquences que cela pourrait avoir, notamment en termes de précipitations, baisse des précipitations, augmentation des températures, donc plus d'évapotranspiration, moins d'eau de surface, etc. Donc, comment concilier ce paramètre-là, donc le paramètre qu'on a évoqué tout à l'heure, avec l'agriculture comme principale source de consommation en eau et de très loin, avec les projections que vous avez présentées, notamment les conséquences que cela aurait, je mets aussi le conditionnel, tout comme vous, que cela aurait sur la disponibilité en eau, notamment en eau de surface. Donc, comment concilier ces deux paramètres qui nous semblent de prime abord un peu contradictoires? Oui. C'est une Le, vaste question, je sais, mais on va essayer d'y répondre de oui, manière non, simple. pourquoi j'ai pris quelques secondes pour essayer de parler très court. En fait, la gestion des ressources en eau d'un bassin se fait sur la base d'une étude, d'un document très très important, c'est le plan directeur, le plan d'aménagement intégré des ressources en eau, qui se fait, donc l'actuel, donc qui projette, donc l'objet, c'est d'évaluer ce qu'on a aujourd'hui pendant la durée de la réalisation de l'étude et donc les besoins, les projections futures à un horizon donné. Par exemple, donc les terres actuelles, donc ils ont fixé comme horizon 2050. On est plus ou moins à 2020-2050, on est 2022-2023, donc disons un horizon de 30 ans. Alors, sur ces 30 années, donc, on projette les besoins. C'est qui projette? Ben, c'est les utilisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire les gens de l'agriculture. Donc, ils viennent avec leurs projets. Donc, les projets actuels, donc, ça suppose qu'ils vont durer. Donc, leurs besoins, donc, il va rester. Et s'il y a de nouveaux projets.
à différents horizons, un périmètre qui va être réalisé en 2030, 2040, 2050, etc. Donc ça, c'est des besoins de l'agriculture. Il y a bien sûr donc les besoins de la population donc, qui augmentent. Donc, on connaît le taux d'augmentation et donc on traduit ça en termes d'augmentation des besoins en eau potable. Et bien sûr, donc l'industrie aussi et le tourisme. Donc, tout ce monde se met, entre guillemets, autour d'une table. Mais en fait, autour d'une table qui dure parfois plusieurs années. C'est pas facile. Et donc, Oui. si on est dans un bassin où les ressources disponibles suffisent pour satisfaire l'ensemble de ces bassins, l'ensemble de ces besoins, pardon, tout le monde est content. Et donc, on fixe, on répartit les dotations, etc. Mais 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, ce n'est pas suffisant. Et dans ce cas, donc, autour de la table, et notamment donc, l'ABH, donc, il demande à chacun de réviser donc, à la baisse ses ambitions pour retarder les projets, etc. etc. Et donc, c'est comme ça, pour schématiser, que les choses se font jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord donc, avec sa dotation donc, annuelle pour un apport moyen dans l'année X. Mais si dans l'année Y, l'apport est la moitié de l'apport moyen, donc bien sûr, ça va impacter directement d'abord l'agriculture. C'est le plus grand Oui. consommateur. Par contre, tout ce qui est eau potable, il est prioritaire sur au moins 2-3 ans. Donc, on réserve donc le volume nécessaire pour la population pendant 2 ou 3 ans. Et- Alors, juste une dernière chose. oui. Alors, c'est la première fois dans les plans directeurs actuels au niveau national où le terme changement climatique a été pris en compte. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que les ressources actuelles vont rester constantes durant la période du plan directeur. Maintenant, on prend en considération donc, les changements climatiques, c'est-à-dire on suppose que les ressources vont baisser d'un pourcentage X. Donc, ça dépend des bassins où ils se trouvent au Maroc. Il y a des bassins qui sont impactés, peut-être une baisse de 20%, d'autres moins 10%, d'autres 5%, etc. Et donc, le paramètre changement climatique est pris en compte dans la planification des ressources en eau et la planification donc, de la satisfaction des besoins des différents usages à l'horizon du plan directeur actuellement 2050. Je ne sais pas si j'ai… Oui, oui, non, mais c'est très bien, merci beaucoup, c'est très clair et justement, ça me fait rebondir sur la question qui est liée à ce que vous venez d'expliquer par rapport au transfert. Donc là, on passe vers la dernière partie de votre présentation. Vous avez parlé justement de certaines solutions qui sont apportées pour combler un certain déficit en approvisionnement en eau, notamment le transfert entre les deux bassins, Bourgreg et Sbou. Donc, il y a une question qui est directement liée à ce qu'on vient de discuter là maintenant sur les scénarios. Est-ce que ce projet de transfert avec son dimensionnement, etc., est-ce qu'il prend en considération notamment ces scénarios liés au changement climatique, avec aussi des scénarios démographiques, donc avec l'augmentation de la demande? Est-ce que c'est pris en considération dans ces dimensions-là? Et l'autre dimension aussi qui est évoquée dans la question qu'on n'avait pas traité jusque-là, dans ces scénarios, on revient encore sur le thème principal de notre initiative, les besoins des écosystèmes, les besoins des habitats naturels en eau. Est-ce que ces besoins-là sont aussi, quand vous avez parlé tout à l'heure de la conciliation entre différents secteurs, est-ce que ces besoins sont aussi représentés dans les discussions et les négociations qui sont faites au niveau des agences des ABH, mais aussi au niveau national ou au niveau trans-ABH, comme il s'agit ici avec le transfert entre Volgreg et SPO. Bien sûr. Donc, j'ai dit tout à l'heure, l'étude ou le scénario, le projet de transfert d'eau, ça fait très longtemps qu'on parle. Moi-même, j'ai travaillé un petit peu dessus, parce que c'est plusieurs études, chacune sur un point précis.
Et donc, quand l'ABH dit qu'il peut transférer 800 millions de mètres cubes, 400 actuellement, ce n'est pas un chiffre qui vient comme ça. C'est des années d'études qui prennent en considération et les observations étalées sur des nombreuses décennies jusqu'à 60 ans, quels sont les apports dans le bassin, et puis aussi, donc, bien sûr, donc, les impacts des changements climatiques. Tout est pris en compte. Tout ça se fait par simulation, par modélisation, et bien sûr, donc, on prend en considération donc, les besoins du bassin lui-même, il faut qu'il soit satisfait. On regarde ce qui est perdu, dont personne ne bénéficie, perdu en mer. Et donc, voilà, donc si tout le monde est satisfait dans le bassin, bah, au lieu de laisser cette eau partir en mer, autant donc la partager avec les voisins. Donc, c'est un peu ça le… Et c'est là justement où parfois, par exemple, quand on discute avec des écologues, notamment des écologues qui sont spécialisés sur les écosystèmes marins, et ça me fait penser aussi à une question que souhaitais vous poser. D'un point de vue écologique, il n'y a pas d'eau perdue en fait. Le débit écologique, c'est justement le principe du débit écologique, c'est de laisser de l'eau partir jusqu'en mer pour qu'on ne soit pas sur une politique de zéro goutte à la mer. Et Bien sûr. c'est pour ça que la question a été posée même, je pense, 3 ou 4 fois sur ce principe-là pour avoir, disons, un meilleur équilibre, un meilleur arbitrage en faveur des écosystèmes qui sont, aux yeux de beaucoup de nos partenaires, les grands perdants justement de ce partage de la ressource, d'une ressource aussi rare et aussi précieuse qu'est l'eau. C'est pour ça que moi, par exemple, Mais je confirme, je oui. confirme. Le débit écologique est pris en compte. Quand je dis pour qu'il n'y ait pas de l'eau qui part en mer, ça ne veut pas dire 0 litre par seconde. Donc, le Oui. débit écologique, il reste dans le cours d'eau, bien Oui. sûr. Donc, Mm. il fait partie des besoins à satisfaire. Bon, très bien. Et du coup, ça me fait penser à une question que j'avais en tête par rapport toujours aux solutions qui ont été proposées, que vous avez listées. C'est le dessalement. Donc, on ne va pas peut-être parler trop longtemps de dessalement parce qu'il ne s'agit pas de faire, disons, un Oui, webinaire autour du dessalement d'eau de mer. Mais moi, ça me pose problème aussi par rapport à la solution elle-même. Parce que qui dit dessalement dit consommation d'énergie, donc il faut aussi prévoir d'où vient cette énergie, si c'est une énergie décarbonée ou pas. Si c'est une énergie carbonée, donc on continue justement dans ce cercle vicieux, consommation d'énergie carbonée, donc augmentation des émissions de carbone et aussi accentuation de l'effet de serre, changement climatique. Si c'est décarboné, donc tant mieux. Et quid du coup enfin, la question se pose par rapport à la source d'énergie pour dessaler l'eau de mer, mais aussi de la pollution générée, parce que le dessalement de l'eau de mer, même avec les technologies les plus avancées, en fait, génère aussi pas mal de dégâts et de dégradations, notamment sur les écosystèmes marins. Donc, voilà, il y a des bon, solutions parfois techniques qui sont posées, mais qui posent aussi problème d'un point de vue écologique. Est-ce que ça aussi, c'est pris en compte dans cette discussion, cet arbitrage bien sûr. autour de la gestion de l'eau? Bien sûr. Donc, l'option ou la décision de faire du dessalement, ce n'est pas une décision, encore une fois, je m'adresse surtout aux personnes qui nous suivent et qui ne sont pas spécialistes. Je sais que vous savez, je sais que les spécialistes, donc ils n'ont pas besoin de m'écouter pour comprendre, mais je m'adresse aux gens qui ne sont pas spécialistes. Donc, la décision de faire du dessalement n'est pas prise comme ça pour du plaisir. C'est qu'il n'y a pas de solution. Quand il n'y a pas de solution, il faut bien donner aux gens de l'eau pour boire. Donc, ça se résume à ça. Mais bien sûr, mais si à la période où on a besoin d'eau, il y a une autre solution plus simple, moins coûteuse, bien sûr, c'est cette solution qui va être adoptée et non pas le dessalement. Le dessalement, c'est uniquement quand on n'a pas d'autre choix. Maintenant, par rapport à l'énergie, là aussi c'est pareil. Est-ce que si on a une énergie propre à sa disposition, est-ce qu'on va la laisser, on va acheter du pétrole pour faire fonctionner
les usines, c'est tout à fait normal. Donc, si on n'a pas le choix, donc on utilise l'énergie fossile achetée, on n'a pas le choix, mais la priorité, c'est de donner de l'eau à l'homme avec grand H, à la population. Oui, oui, bien sûr. Mais, Et oui, mais allez-y. je souligne, c'est le Maroc est en train de devenir leader en matière de développement des énergies renouvelables. Donc, une partie est destinée justement à des usines telles que donc, celle de dessalement. Celle d'Agadir, par exemple, il est dimensionné, il est conçu pour qu'il fonctionne aussi avec donc, de l'énergie donc, renouvelable. Donc, tout est pris en compte. Alors, il y a maintenant un terme qui est utilisé depuis qu'on est né. On a toujours appris solidarité, la solidarité entre l'amont et l'aval d'un bassin versant. C'est-à-dire, l'eau arrive en amont, mais il faut le donner aussi en aval. Maintenant, il y a un nouveau concept, on parle de solidarité aval-amont. Aval-amont, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens qui sont en aval, en bas, à côté de la mer, bon, ils vont être alimentés par le dessalement pour laisser l'eau aux autres qui n'ont pas de mer à côté pour qu'ils bénéficient de l'eau, du peu d'eau qui arrive encore pour satisfaire leurs besoins. Et donc, on parle de solidarité aval-amont. Bon, très bien. Très bien. Là, on va peut-être changer aussi de thème, plutôt parler de la gouvernance et le partage de l'eau, ce qu'on vient d'évoquer là à l'instant. Une question est posée par rapport sur pourquoi ne pas affecter une partie de l'eau qui est retenue dans le barrage Louhna vers la région de Fes Meknès, qui est apparemment, selon vos chiffres, en déficit hydrique. Le barrage Ouhda, il bénéficie d'abord au bassin de Le Soumou. Ouara. Ah, oui. Oui, Ah les oui. périmètres irrigués et tout ça, bon, c'est avec les barrages du bassin de Sebou, hein. Et puis, donc, le bassin de Sebou, le barrage Ouahda aussi, donc il protège le bassin de Sebou des inondations. Donc, c'est un des objectifs initiaux, prioritaires du bassin du barrage Ouahda. Avant, quand on était petit, jeune, chaque année pratiquement, la plaine du Rarb était inondée. Donc, pour résumer, bien sûr, donc le bénéfice, c'est d'abord pour le bassin de Sebou et sa population, mais s'il reste donc un plus, au lieu qu'il s'évapore, parce que l'eau, quand il reste dans les barrages, ben, il s'évapore, hein, donc, par la force des choses. Donc, au lieu qu'il s'évapore, autant la partager avec ses voisins. Et puis autre chose, quand la personne qui prélève l'eau dans son puits, dans son forage, le prélèvement n'est pas gratuit, il consomme de l'énergie. Donc, quand il va avoir de l'eau gratuitement ou presque gratuitement avec un coût très faible, ben bien sûr, il va arrêter de pomper dans son puits, il va utiliser l'eau superficielle. Donc, en fin de compte, donc, tout le monde est gagnant. Et du coup, il y a aussi un autre sujet qui apparaît à travers les questions, certaines questions que je lis en même temps. C'est là, on a peut-être parlé beaucoup de la gestion, la répartition de l'eau, notamment le premier consommateur de cette ressource au niveau du bassin qui est l'agriculture. Et la question j'arrive pas à le dire. La question qui transparaît, Voilà, c'est plus voilà, à travers ce qui est décrit dans les différents commentaires et questions, c'est le modèle agricole, justement. Est-ce que cette réflexion, elle est posée aussi? Est-ce qu'on se pose peut-être les questions un peu trop de manière technique, c'est-à-dire comment mieux répartir, où est-ce qu'on peut ramener l'eau, dessalement, transfert, etc. Et on ne se pose pas assez la question du modèle agricole qui est enfin, qui est promu parfois, notamment avec une agriculture parfois un peu trop consommatrice en eau sur des zones qui ne bénéficient pas d'assez d'apport en eau, justement. Est-ce que cette réflexion, elle est faite euh, en même temps qu'on se pose la question sur comment mieux approvisionner les secteurs en eau?
Alors, s'il y a parmi nous des spécialistes de l'agriculture, s'ils peuvent intervenir, nous enrichir, ça serait bien. Mais moi, ce que je sais, que l'économie du Maroc, c'est une économie libérale, c'est-à-dire un agriculteur qui veut faire un type d'assolement d'agriculture, donc il est libre de le faire. Moi, sur ce point-là, euh, je ne deviens plus libéral. Je préfère devenir autre chose. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des gens, des agriculteurs, ne paient pas, je vais utiliser ce terme, même qui n'existe, ne paient pas le vrai coût de l'eau. Parce que combien de gens, quel est le pourcentage de gens qui paient réellement? Donc, l'agriculteur, donc, il choisit de faire un type donc, de production donc, agricole qui apporte une valeur ajoutée très importante. Donc, il va gagner de l'argent, mais par contre, au détriment des ressources en eau. Donc, est-ce qu'il a le droit de prélever ses ressources en eau pour faire de l'agriculture qu'il veut? Moi, je dis non. Par contre, s'il était réellement contrôlé, s'il avait un compteur dans ses puits, dans ses forages, etc., je ne pense pas qu'il aurait choisi de faire ces types de production donc, agricole. Donc, vous voyez, donc le fait, il y a deux choses qui sont, entre guillemets, négatives. Un, l'agriculteur a le droit de faire ce qu'il veut au niveau Mhm. assolement, et deux, il n'est pas contrôlé. Ben, du coup, donc, c'est ce qui donne donc, la situation actuelle. Normalement, logiquement, pour un pays qui est pauvre en ressources en eau, normalement, donc, on devait avoir donc, une orientation un peu plus, disons, encadrée de type d'agriculture. Donc, On va dire un peu plus pragmatique. voilà, donc Ouais, voilà, plus encadré en tout cas ouais, dans telle ou telle région et non pas laisser chacun, il fait ce ouais, qu'il veut. ouais. Et puis, Mhm. il y a autre chose. Il y a comment on les appelle, ceux qui louent les terrains agricoles. C'est pire que les propriétaires. Le propriétaire, il va rester là où il est. S'il y a des conséquences très négatives, donc il va les sentir. Par contre, ceux qui louent des terrains, donc il vient pour quelques années, lui, quitte à sécher la nappe avant qu'il parte, à la limite, ce n'est pas son problème, il va partir de Mhm. toute façon. Donc, tout ça, c'est qui le responsable ou quelle est la cause? C'est l'absence de contrôle. C'est l'absence de contrôle. Ouais. Donc, quand on n'a pas le contrôle, ben on ne peut rien faire. Moi, je donne toujours l'exemple par rapport à l'eau de robinet qu'on reçoit donc, à la maison. Si on ne payait pas sa taux, là, je suis sûr qu'on aurait dépensé au moins deux Ouais. fois plus, voire beaucoup plus. Et maintenant que chacun de nous a un compteur, il y a des tranches, donc chacun de nous, il fait attention. Mais c'est exactement ce qu'il faut appliquer au niveau, donc, dans le milieu rural, dans les parcelles agricoles. Il faut que chacun ait un contrôle, un compteur en bon uniforme qui fonctionne correctement. Sinon, il faut qu'il soit interdit d'exercer. Oui, ouais, 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 mais moi, je suis aussi d'accord avec vous hein, sur ces questions-là. C'est vrai qu'un modèle un peu trop libéral, justement, par définition, quand on cherche un modèle libéral, on va aller plus vers la production et le bénéfice et la rentabilité, plutôt que vers la durabilité et le sens pragmatique que nous impose justement le contexte climatique, qu'il soit avec le changement climatique anthropique ou pas, on est dans un contexte aride et semi-aride dans certaines régions du bassin et il faut faire avec. Donc, c'est pour ça que je partage votre opinion et je pense que enfin, inciter à plus de contrôle avec des tarifs réels quant à la consommation en eau, je pense que c'est une des solutions. Mais encore une fois, que ce soit, je pense que le plus nécessaire, il faut que ce soit débattu dans les différentes réunions qui déterminent justement ces politiques de gestion de l'eau à l'échelle du bassin, mais aussi à l'échelle nationale, transbassin.
Je pense que j'ai fait le tour pour ces questions-là liées à l'agriculture et la consommation en eau. Il y avait juste une petite question ou une remarque plutôt par rapport, à la nécessité d'avoir, disons, une politique systémique de gestion de l'eau. Donc, quand on parle de gestion de l'eau, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parle aussi de l'ensemble des écosystèmes qui participent plus ou moins à cette gestion de l'eau, notamment les forêts, les écosystèmes boisés. Et il faut accompagner cette gestion de l'eau, optimisation, mutualisation de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin avec une vraie politique de reboisement parce que ça permet notamment bien sûr, de lutter contre l'érosion et l'envasement des barrages, mais aussi de favoriser la recharge des nappes, notamment dans les zones montagneuses en amont. Donc ça, c'est plus par rapport à une gestion intégrée de la ressource qui doit prendre en considération l'ensemble des paramètres, pas uniquement les usages de l'eau et la répartition de la ressource, mais aussi comment faire en sorte que cette ressource soit plus facilement renouvelable. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Ah oui, une toute dernière question, mais je pense que la réponse va être rapide. C'est toujours sur sur ce paramètre, sur cette solution pardon, de transfert d'eau entre Bourg-Greg et le SPU. Est-ce qu'il y a aussi est-ce que c'est prévu aussi une dépollution de cette eau qui sera acheminée? Bien sûr, je suppose. Donc, je ne pense pas qu'on va transférer une eau qui n'est pas de bonne qualité. Donc, je suppose que s'il y a donc une amélioration de la qualité à faire en amont, ça va se faire. Par exemple, multiplication des stations d'épuration, etc., pour épurer les eaux qui sont rejetées dans les milieux naturels, notamment les eaux superficielles, que ce soit les rejets donc, industriels ou des zones d'artisanat ou autres. Je suppose que c'est prévu, c'est planifié et que si la décision est prise de transférer l'eau cet été, on est déjà presque, je suppose que l'eau qui va être transférée, pardon, et sera de bonne qualité. D'accord. Bon. Oui, on l'espère tous. Tout dépend bien sûr de l'usage qui sera en fait, qui en sera fait. Mais Ben, on espère qu'elle c'est l'eau sera de bonne potable. qualité. Oui, 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 C'est l'eau j'imagine. potable. Donc après, il y a Ouais. des stations de traitement donc, en De aval. potabilisation, oui. Voilà. Donc, Ouais. Bon, très bien. Je regarde l'heure et je pense que c'est l'heure de conclure. Donc, merci beaucoup encore, Monsieur Sinan, pour votre présentation très riche et le débat qui a suivi, avec toutes les questions et tous les commentaires que ça a soulevé. Ça reflète l'intérêt des participants. Donc, merci encore à tous et à toutes d'avoir participé, d'avoir contribué avec vos remarques très pertinentes. Le webinaire, c'est bien sûr enregistré, donc il sera mis en ligne très vite. Les deux précédents sont déjà en ligne, donc on vous enverra les liens pour pouvoir les télécharger ou les visionner. Et on vous tiendra au courant si jamais on organise d'autres séries de webinaires, d'autres événements. Et puis, merci encore, merci à tous. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle soirée et à très bientôt pour ma part. Au revoir. merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bon week-end.